Salut les éveillés, bonjour à tous, bienvenue sur Wake Up TV. Aujourd'hui on attaque un gros morceau, on va parler du survivalisme. Alors le survivalisme, déjà c'est un mot que je préfère vous dire que je n'apprécie plus du tout. C'est un mot que j'aime plus, enfin que je trouve qui est complètement dépassé. Et en fait, comme il est dépassé, on ne sait plus de quoi on parle. Donc c'est vraiment, il faudrait trouver un nouveau mot en fait pour ce qu'on pourrait appeler un nouveau survivalisme en fait. C'est un nouveau état d'esprit. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Donc avant toute chose, il est de mon devoir de briser des a priori et les idées reçues sur le survivalisme. Donc déjà non. Le survivaliste, c'est pas un paranoïaque planqué dans un bunker anti-atomique avec son fusil d'assaut reclus sur lui-même, vivant comme un ermite et ayant posé des explosifs partout sur sa propriété. Cette image, malheureusement, a beaucoup été véhiculée par les films et les reportages à sensation. Cette image est tellement ancrée dans l'imaginaire que certaines personnes copient l'image caricaturée des films pour l'adapter à leur réalité. Donc ça donne des comportements complètement borderline et qui n'ont absolument rien à voir avec le survivaliste. Cette caricature a tellement pourri l'image du survivalisme que d'autres termes ont dû être créés pour se détacher de l'idée. Donc déjà, comme d'habitude, on va revenir à la source du mot. Donc dans la chronologie, en 1902, du coup ça vient de l'officier de marine George Herbert, qui coordonna le sauvetage de 700 personnes d'une éruption volcanique. Donc profondément affecté par cette expérience, il développa ce qu'on appelle l'hébertisme. Donc c'est une activité physique qui permettrait d'être plus fort pour être plus utile afin de survivre. Donc là on est vraiment à la base du survivalisme. Le survivalisme à la base, c'est ça. C'est en fait devenir une meilleure version de soi-même. Donc que ce soit physique, mental, technique, opérationnel, tout ce que vous voulez en fait. C'est vraiment devenir une meilleure personne pour affronter des situations du coup dangereuses. En fait pour se sauver de ces situations dangereuses quoi. Donc là on est carrément en fait dans la survie pure et dure quoi. Donc à la suite de ça en fait dans les années 60 aux États-Unis, donc il y a une grosse inflation avec une dévaluation et certaines personnalités a conseillé aux populations de se préparer. Donc en 67, un architecte qui s'appelait Don Stephens commença à populariser l'idée du nécessaire de survie. Donc le nécessaire de survie, c'est pareil, c'est une des bases au fait du survivalisme. C'est-à-dire que là, on est dans l'entraînement, ok, se développer, machin, le physique, le mental, etc. Et en plus de développer ce qu'on appelle des kits de survie. Alors des kits de survie, vous allez voir, il y en a un sacré paquet. Que ce soit pour les situations, que ce soit pour le personnel, vous allez voir, en fait, c'est une des bases au fait, des clés du survivalisme. Donc après, il y a de nombreux livres de survie qui sont publiés à la suite de ceci. Donc il y a eu Kurt Saxon, qui décrivait les méthodes des pionniers du 19e siècle. Donc Saxon utilisait le terme survivaliste, donc c'est le premier qui a utilisé le terme survivaliste. Bon, on s'en fout un peu, mais bon, c'est bien de le noter, quoi. Donc le premier qui prétend l'avoir inventé. Par la suite, il y a eu des auteurs comme Mel Tapent, en fait, qui publiaient entre autres les bulletins Personal Survival Letters en 77 et 82, et qui publièrent des ouvrages sur le même thème. Tout ce que je vous dis, c'est sur Wikipédia. Hein. Il n'y a pas, voilà, c'est vraiment histoire de faire une chronologie assez rapide pour voir où est-ce qu'on va atterrir, quoi. Dans les années 80, du coup, il y a l'auteur et commentateur politique de tendance libertarien. Donc les libertariens, c'est un mouvement, un peu pas sectaire, mais très particulier aux États-Unis, hein, qui ont un état d'esprit où, en fait, en gros, la liberté va au-delà des lois de l'homme et tout. Donc, bon, c'est assez particulier. On va pas rentrer non plus dans un débat ou dans un truc là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le libertarien John Spuxley, en fait, il publie ce qui s'appelle la stratégie alpha. Donc, alors en anglais, The Ultimate Plan of Financial Self-Defense for the Small Investor. Ok. Bon, pour ceux qui aiment bien l'anglais, et désolé pour mon accent, qui devient best-seller et considéré aujourd'hui comme une référence parmi les survivalistes américains. Donc à la même période, on voit se dérouler la course aux armements nucléaires, et là on en vient du coup au cliché, en fait, le premier cliché du survivalisme. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette période-là, entre les deux blocs de l'Est et de l'Ouest, il y a ce qu'on appelle la guerre froide et tout, avec la crise des missiles de Cuba, etc. Et en fait, la population, elle est paniquée par un holocauste nucléaire. Et en fait, c'est diffusé par les radios, etc.
Donc ça devient vraiment un espèce de climat. Et du coup, les gens commencent à paniquer. Et du coup, au fait, on voit apparaître des gens qui commencent à construire des bunkers anti-atomiques, nucléaires, etc. Et donc, en fait, le premier cliché du survivalisme, ça démarre de là, en fait. Parce qu'on est resté bloqué dans ces années-là. Donc, la création de bunkers, etc. Donc, c'est un des premiers trucs qu'on voit, c'est souvent, on associe un survivaliste, son bunker. Voilà, il a son bunker, il est planqué dans son truc. Bon, ça date de cette époque-là. Et le problème, c'est que bon, ça a quand même un peu évolué depuis ça, puisqu'au fait, le survivalisme, c'est aussi se préparer à des crises qui sont le plus souvent censées vous tomber dessus. Donc évidemment, si un holocauste nucléaire, en fait, plus ça va aller et moins on est susceptible de l'affronter, ça devient une menace qui est moins forte. Donc du coup, c'est pas vraiment l'utilité de se préparer à cette crise-là. Évidemment, si vous êtes plus à même de vous préparer à une crise économique, bah forcément, votre stratégie va être plus de vous protéger par rapport à cette crise économique, on est d'accord. Et en gros, c'est ça, en fait. Donc plus récemment, il y a eu un nouveau mouvement qui s'appelle les néo-survivalistes, ou les preppers, donc les fameux preppers. Donc c'est des espèces de personnes qui sont un peu prévoyantes de la part de certains individus, alors ainsi que de se licencier des connotations sectaires, extrémistes, ultra-individualistes, évidemment, parce que en fait, on en revient aux libertariens, etc., qui eux sont vraiment dans un état d'esprit un peu, comment on va dire ça, ouais, c'est ultra refermé sur eux-mêmes, voire extrémistes, et avec des connotations sectaires, comme je vous le disais au début de la vidéo, et ça va coller vraiment à l'image du survivalisme. Donc en fait, on a vraiment une population qui veut se détacher de ce mouvement. Donc ils vont créer ce qu'on appelle les preppers. Donc diminutif informel de se préparer. Donc les néo-survivalistes, craignant les rapports officiels qui sont de plus en plus angoissants, pour rester dans l'idée du Teowaki. Donc ça c'est pareil, c'est la fin du monde telle que nous la connaissons, basée sur une culture populaire dans le cinéma, la littérature, télévision, jeux vidéo. Ça c'est pareil, ça met entre parenthèses. Donc il y a des réseaux de preppers qui ont vu le jour au Canada, aux États-Unis. Et du coup, il se décrit comme un phénomène dans une interview accordée par Jim Puplava. Donc, comme je vous dis, ce que je dis, c'est je suis la chronologie de Wikipédia pour pas en fait perdre le fil de la chronologie, quoi. Donc du coup, voilà, il y a une étude du sociologue Bertrand Vidal qui fait une évolution du survivalisme. C'est bien produite au début du XXIe siècle. Donc en fait, on est carrément là-dessus. Maintenant, en fait, c'est l'évolution survivaliste, c'est le prepper, c'est se préparer. Donc en fait, on n'est plus dans la dynamique du repli sur soi-même, etc. C'est plus dans le fait de préparer les événements, mais de manière en fait plus axée sur le stockage, sur du... Ouais, c'est plus du stockage en fait. On arrive un peu dans cet état d'esprit de l'autosuffisance. Pas encore, mais c'est un peu le même délire, quoi. Et ensuite, on a la collapsologie. Donc c'est un courant de pensée transdisciplinaire apparu dans les années 2010 qui envisage le risque d'un effondrement de la civilisation industrielle et ses conséquences. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment un courant de pensée. Là, on n'est pas dans un groupuscule ou quelque chose que ça. C'est vraiment en fait, c'est une réflexion en fait. Donc en France, on a du coup, c'est Yves Cochet et Agnès Sinay. Donc ces derniers qui définissent l'effondrement comme le processus irréversible à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie ne sont plus fournis à un coût raisonnable et une majorité de population et services encadrés par la loi. Donc là, en fait, on est plus dans une réflexion. Et en fait, on est plus dans une réflexion de se dire que, du coup, comme l'homme altère son environnement durablement, propage le concept d'urgence écologique, lié au réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, etc. Donc les collapsologues estiment cependant que l'effondrement de la civilisation industrielle pourrait provenir de la conjonction de différentes crises. Donc ce serait la juxtaposition en fait, de plusieurs crises qui amènerait à un effondrement. Donc il y a environnemental, il y a l'énergie, l'économie, géopolitique, démocratie, physique, histoire, machin, etc. Et eux, ils sont dans l'état d'esprit de se dire qu'en fait, que l'effondrement en fait,
l'effondrement de la civilisation, en fait, c'est un cycle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des effondrements à différentes époques de notre histoire. Hein. Il y a eu l'effondrement de l'Empire romain, etc. Eux, ils sont plus dans ce style-là, tu vois. Donc, du coup, en fait, on va revenir un peu au survivalisme. Et donc, en fait, un survivaliste, à la base, c'est quelqu'un qui se prépare en fonction de la situation anticipée. Donc, en fait, ça peut être hiérarchisé, en fait, de la plus bénigne, en fait, à la plus importante. Et la plus importante, c'est un événement qui touche soit personnellement, soit qui touche mondialement, en fait. Donc, ça peut être tout simplement un accident de la route, un accident domestique. Donc, tout ça, on va se préparer avoir un petit kit de matériel, par exemple, pour la route, si jamais vous avez un accident, si jamais vous avez une crevaison, si jamais vous... Voilà, c'est des petites choses qui influencent pas votre vie, mais qui va influencer, du coup, la manière dont vous allez gérer ce petit truc, en fait. Ouais, forcément, du coup, après, c'est par intensité de gravité, ça va être un incendie au domicile, par exemple, cambriolage, agression, situation d'isolement dans la nature, voilà, et ça peut monter, voilà, jusqu'à coupure d'électricité, rupture des circuits d'approvisionnement de nourriture, comme on a un peu vu pour le Covid, bon, en moins pire, quoi. Rupture des services publics, catastrophes naturelles, bon, tornades, ouragans, tremblements de terre, voilà. Au pire du pire, accident nucléaire, rupture de barrage, etc. Et enfin, les événements qui viennent à l'échelle régionale, nationale ou mondiale. Et là, du coup, on a des catastrophes économiques, catastrophes naturelles mondiales, pandémies, guerres, voilà, désordres consécutifs à la catastrophe primaire ou à l'effondrement global. Donc là, on est d'accord, c'est la merde de chez la merde, c'est la grosse merde et le monde est en vrac, quoi. Jusqu'au dernier stade où, évidemment, je suis obligé de vous en parler aussi, c'est le type de l'épidémie type zombie. Alors, c'est... l'épidémie de zombies, c'est une métaphore courante. Donc c'est un truc complètement fictif, on est d'accord. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ces gens-là, qui se préparent à affronter une épidémie de zombies, c'est pour les survivalistes, c'est un peu le dernier échelon de critique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si une personne, en fait, elle est préparée à affronter une épidémie de zombies, elle est logiquement prête à affronter n'importe quelle crise intermédiaire ou en dessous, quoi. Parce que c'est la pire du pire qui peut arriver. Ça mélange absolument toutes les menaces possibles. Donc si un mec est préparé à ce type d'événement, il est en conséquence tout à fait à même d'affronter n'importe quelle crise qui pourrait arriver en dessous. Donc après, évidemment, c'est du fictif, mais dans une préparation, en fait, on arriverait en fait à faire qu'en fait cette catastrophe, même si elle est fictive, eh ben, au fait, elle engendrerait tous les risques possibles. Donc, du coup, le gars, il sera au taquet, quoi. Donc, les solutions, en fait, qui sont développées par le survivaliste, ce sont tout ce qui est du domaine des compétences de survie, hein. Donc, les basiques, hein, la maîtrise du feu, les nœuds, etc. Et de l'autosuffisance. Et là, c'est ce qui va nous intéresser par la suite. Je pense que c'est sur ça qu'on va se baser, en fait, parce que, comme je vous ai dit dès le départ, le survivalisme, en fait, c'est devenu un mot complètement désuet. C'est un mot que je préfère vous dire, je déteste ce mot, en fait, survivaliste. Ça veut plus rien dire, en fait. Il y a des mecs qui sont armés jusqu'aux dents chez eux, ils se disent, moi, je suis survivaliste, mais en fait, mec, tu sais pas de quoi tu parles, en fait. T'es pas dans un état d'esprit ou dans une organisation qui est à la base du survivalisme, en fait. Donc ça, on va carrément le squeezer complètement. Donc dans l'élaboration des kits de survie, ça on va le voir plus tard, en fait, avec les sacs d'évacuation, les EDC, les kits de voiture, les trousses de secours, les stockages d'urgence, etc. L'élaboration de la stratégie financière, aussi ça c'est un des piliers du survivalisme aussi. Donc c'est tout ce qui va être du domaine du stockage de lingots d'or, de l'argent, des matières premières comme les lingots de cuivre. C'est tout ce qui est du domaine comment on peut dire ça, des matières en fait qui perdront jamais de valeur. Et en fait, si vous investissez sur des matières qui ne perdent pas de valeur, vous ne perdez pas votre argent, mais vous assurez surtout un espèce de portefeuille, un portefeuille costaud en fait qui perdra pas de sa valeur en fait. En gros, c'est ça. Ça, on y reviendra plus tard, dans une autre vidéo. Et surtout, la mise en place d'une base autonome durable, dans ce qu'on appelle une BAD.
Donc ça, c'est un mot qui va revenir souvent. On fera aussi une vidéo là-dessus. Donc une BAD, c'est un peu votre refuge. Donc BAD, du coup, c'est pour base autonome durable. Donc en fait, comme son nom l'indique, c'est une base. Ça peut être un lopin de terre, ça peut être une cabane dans les bois, ça peut être une cabane isolée, ça peut être plein de trucs. Donc elle est autonome en électricité, en nourriture, donc ça peut être un stockage, ça peut être plein de choses. Et elle est durable, c'est-à-dire qu'en fait, elle est continuellement dans le temps accessible. Et l'avantage de cette base-là, c'est que si vous avez votre foyer qui est touché par une grosse catastrophe, en fait, cette BAD, ça va être votre point de refuge. C'est-à-dire que vous avez juste attrapé votre sac d'évacuation et vous retournez à votre BAD. Et à votre BAD, du coup, vous allez pouvoir attendre que la crise se passe, ou alors vous allez pouvoir continuer à développer la BAD si jamais la crise devait durer. Donc ça, on viendra vraiment en détail sur cet aspect de la BAD, parce que c'est vraiment un truc hyper important. Donc voilà, dans la BAD, il peut y avoir de quoi cultiver les produits agricoles, etc. Il peut y avoir de la volaille, voilà, c'est vraiment un truc en fait basé un peu sur l'autosuffisance. Donc ce qui va nous intéresser surtout dans toutes ces facettes-là, et qu'on va développer dans les vidéos sur Wake Up TV, c'est sur la base de l'autosuffisance. Donc un peu de prepping, et évidemment on va parler de survivalisme, mais bon, comme je vous ai dit, moi le survivalisme, pour moi ça ne veut plus rien dire du tout en fait. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faudrait carrément un nouveau terme avec une nouvelle appellation. Et je pense que dans les années à venir, il y aura vraiment quelque chose qui va se développer autour de ça, autour de l'autosuffisance, tout ce qui va être du domaine de la permaculture, les énergies vertes, la conception d'habitat durable, machin, etc. On va plus être dans cette optique-là, et nous, je pense que c'est plus cette facette-là qu'on va développer, parce que je trouve que c'est vraiment la plus intéressante, et c'est celle qui vous a apporté le plus. Parce que elle réunit tout, en fait. Elle réunit tout, elle est accessible, elle va vous développer personnellement, elle va vous protéger, voilà. Je pense que c'est vraiment quelque chose que vous devez acter. Oubliez ce que vous avez vu là sur les jeux vidéo, les films, tout ça. On balaye tout ça de la tête et on va partir là-dessus. Donc plus autosuffisance preppers, quoi. Donc ça va vraiment être dans cet aspect-là, quoi. Donc quand on part de là, surtout ce qu'il faut penser, essayez pas de vous positionner en disant moi je suis plus survivaliste, moi je suis plus prepper, je suis plus collapsologue. En fait on s'en tape de tout ça, on s'en bat les steaks. Nous, ce qu'on va utiliser en fait, ils ont tous la même base en fait, ils ont tous la même base de connaissances. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que dans chaque groupe, par exemple dans les preppers, dans les survivalistes, etc., ils utilisent des outils. Alors les outils, ça peut être les compétences, comme on vous en parlait au départ, ça peut être les compétences, les kits, etc. Nous, on va s'en servir exactement comme je vous ai parlé d'une caisse à outils. Donc vous êtes une caisse à outils, et en fait les outils que vous allez utiliser, c'est les compétences de chacun des groupes. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à dire moi, attends, je suis plus survivaliste, machin, on s'en fout, on s'en tape. L'important, c'est d'avoir ces outils-là, comme dans une grosse boîte à outils, et à chaque événement, vous allez vous servir d'un outil pour corriger l'événement. Donc voilà, c'est accident de voiture, paf, imaginons, bon voilà, j'ai un kit qui est prêt dans ma voiture, voilà, j'utilise ce kit-là, un peu comme je prends l'outil qui est dans ma boîte à outils et je corrige le truc. Voilà. Donc il faut imaginer ça comme ça en fait. Donc voilà, donc on va plus s'orienter vers de l'autosuffisance avec la permaculture et tout. On va s'orienter là-dessus. C'est ce qui va vous apporter le plus. Et voilà. Et du coup, on va voir par la suite. Donc du coup, les premiers kits de survie et tout. Et surtout la prochaine vidéo, la plus intéressante aussi. Enfin, je pense qu'il sera la plus intéressante, c'est de parler ce qu'on appelle les 3 piliers du survivalisme, parce que c'est sur 3 piliers-là que vous allez pouvoir vous développer. Donc ça sera voilà, je vous l'annonce, ce sera la prochaine vidéo qu'on va voir. On va développer ces 3 points-là parce qu'ils sont importants. Donc voilà, donc j'espère que ces vidéos vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie, à bientôt.